Alors, je vais commencer tranquillement. Hop, je vais vous partager mon écran. Quand je vous partage mon écran, je ne peux pas voir en même temps le chat. Donc je vais faire, au mieux, je vais faire des allers-retours entre les 2 pages. Mais, comme ça, au moins, on aura toutes les infos. Bah, alors, au niveau de la semaine, si on regarde un petit peu les différents cours, on a pas mal de meme coins, hein, qui font des performances qui sont assez intéressantes, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ça reste, le fonds de commerce. Après, on a quelques narratifs, hein, qui continuent de performer avec la partie, virtuelle et les agents IA. Thibaut vous en avez pas mal parlé. On a un regain sur la partie, privacy. Je ne peux pas trop en parler de ces coins-là parce que vous le savez, hein, YouTube est pas très copain avec la partie, vie privée et confidentialité. Au niveau mensuel, globalement, la plupart des altcoins sont bien dans le vert. On a quand même toujours cette dominance, hein, du BTC. Thibaut vous en a parlé, mardi, où on voit qu'on a des performances qui sont encore plus intéressantes sur le BTC que sur les autres, altcoins pour l'instant. D'un point de vue, dominance de marché, hein, j'entends bien. L'Ether qui fait un plus 50 quasiment, ce qui est juste, génial. Après, il était descendu sur des prix qui étaient inattendus et inespérés. Vraiment, c'était, le moment de recharger. On vous l'a dit à plusieurs reprises, hein, que nous, on croyait vraiment dans les fondamentaux de l'Ether. Le Sky qui perd un petit peu en termes de performance. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Sky, c'est tout simplement le nouveau nom de Maker. On en avait pas mal parlé avec la transition du DAI vers l'USDS et le Pure DAI. Et le Sky, c'était la nouvelle version de Maker. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. On a encore le Maker, l'ancien, hein, qui traîne sur le marché. Mais aujourd'hui, les gens basculent de plus en plus vers le Sky et l'USDS. Et si on regarde l'utilisation de l'USDS, il est encore loin derrière les autres stablecoins. Donc on va aller regarder ça. Hop. Oula, qu'est-ce qui se passe sur mon écran? Hop. C'est super important, hein, de bien choisir plusieurs bons stablecoins, de ne pas les prendre comme ça par défaut. Alors, hop. Vous voyez, si on prend les stablecoins les plus utilisés, on a toujours l'USDT, hein. Il a beau être banni en Europe à cause de MiCA, ça reste le stablecoin numéro 1. L'USDC derrière, qui est plutôt pas trop mal, bien classé, avec Circle. Le DAI, même si il est en train d'être arrêté depuis un certain temps, mais on voit qu'il y a quand même un sacré gap. Et l'USDS, il est encore bien en dessous, hein. Je vais le chercher, USDS. Alors, c'est pas celui-là. C'est pas celui-ci non plus. Voilà. Est-ce qu'ils l'ont mis sur le DAI? Je sais pas. Normalement, je sais qu'il a une page à lui, l'USDS. Voilà. Vous voyez, voilà. Il est actuellement en 7e position. Pourquoi on ne le voit pas en 7e position? Ok. Hop. Parce que vous voyez, ils le mettent bien, hein, que le DAI a été renommé en USDS. Et là, quand vous cliquez dessus, vous voyez, on va regarder le market cap. On est sur des market cap qui sont beaucoup plus bas. On est à 6,8 milliards. Hein. Si on compare par rapport aux autres stablecoins, à l'USDT ou l'USDC, on est bien en dessous. Et ce qui est très drôle, c'est que le FDUSD, qui était la nouvelle version du BUSD, qui est le stablecoin de Binance, il a vraiment du mal à prendre, hein. Il y a vraiment une perte de confiance dans ces stablecoins qui sont émis par des plateformes centralisées. Et l'USDE qui arrive à se maintenir jusqu'à, je pense, le prochain bear market. On va voir si ce stablecoin algorithmique, parce que ce n'est pas le premier, mais il arrive à se maintenir. Et la parité de l'USDS, elle se tient quand même plutôt bien, sachant que c'est globalement les mêmes mécaniques qu'il y a derrière le DAI, hein. C'est juste qu'ils ont rajouté des contrôles en plus, et c'est pour ça que beaucoup de personnes l'ont un petit peu évité. Et le Pure DAI, de mémoire, il n'est pas encore sorti. S'il y en a qui ont des infos, hein, sur le Pure DAI, je suis preneur, je n'ai pas recreusé ce sujet-là depuis, mais je n'ai pas l'impression encore qu'il ait été développé. La communauté en voulait un, mais je ne sais pas. En fait, la différence entre le Pure DAI et l'USDS, pour faire très simple, c'est que vous avez l'USDS qui va être backé par des RWA et donc qui va être obligé de suivre tous les aspects réglementaires et donc avec la possibilité de geler potentiellement des USDS comme l'USDT ou l'USDC. Et après, vous avez le Pure DAI qui est sur des mécaniques qui sont beaucoup plus simples avec uniquement de la surcollatéralisation comme pouvait être le DAI. Donc, c'est juste des histoires philosophiques et qui entraînent derrière des réglementations et des régulations
en fonction de tout ça. Après voilà, rien de particulier à dire, hein. Comme je vous disais, hein, sur le mois, on est toujours, bien dans le positif. Sur la semaine, il y a quelques jetons qui sont encore un peu en négatif. Pas de beaucoup, hein. Si on prend Chronos, c'est le jeton de chez, Cryptocom. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est un peu dans le rouge? Rien de bien fou, hein. Rien de bien fou. Mais on voit que les performances, elles sont toujours, très liées à l'Ether. Et pour l'instant, tant que le BTC domine, on n'est pas sur une alt season. Il faut attendre que la dominance du BTC, elle diminue. Au niveau justement du BTC, ah, la page elle ne charge pas. Super, je sais pas pourquoi il ne charge plus. Attendez. Je vais me remettre sur la page d'accueil. Ok. Si on regarde là sur le BTC, on voit qu'on est à 110 000 $, ce qui est juste énorme. Quand on regarde les prix, je vous invite vraiment à la regarder en dollars américains et pas en euros, parce que le marché se fait en dollars américains et ne se fait pas en euros. Donc les prix psychologiques qui vont taper en dollars et non pas en euros. C'est hyper important. Et ici, on voit que le nouvel ATH qui a été fait, donc le nouveau top, il est à quasiment 112 000 $. On est un petit peu en dessous. Et il a été fait, en fait, il y a vraiment hier. Donc c'est juste hyper important et quasiment personne n'en a parlé. Allez. On est sur une courbe qui est plutôt globalement assez jolie. Si on se met en logarithmique, euh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Moi, ça me fait plaisir en tout cas d'avoir vu un nouvel ATH et un ATH à 110 000. Si vous n'avez pas encore pris des profits, prenez-en. Prenez-en. Après, si vous êtes rentré à 110 000, c'est que vous prévoyez de rester sur 10 ans. Mais bon, chacun a sa vision des choses. Je vais vous montrer après des indicateurs beaucoup plus macro, beaucoup plus génériques, voir un peu ce que les baleines font, si elles sont en train d'acheter, si elles sont en train de vendre, si elles sont en train d'accumuler. Si vous en avez déjà parlé mercredi. Mais là, je vais vous présenter d'autres indicateurs, voir si là, avec ce nouveau sommet, c'est bon, on atteint la fin, ou si on va repartir sur le déclin, ou si au contraire, c'est le moment de consolider. Alors, hop, hop, hop. Cacher votre déception. Ben non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de voir un BTC à ce niveau-là. Après, j'attends beaucoup plus de l'Ether parce que je suis beaucoup plus exposé aux altcoins qu'au BTC. Mais voilà, ça fait partie. J'ai quand même pas mal de BTC, c'est sûr et certain. À votre avis, j'ai un peu de bénéfices sur certaines cryptos, j'attends que ça monte encore ou bien vendre? Alors ça, c'est justement ce qu'on explique assez régulièrement dans les stratégies à voir vis-à-vis de la crypto. C'est que ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ton seuil d'entrée. C'est-à-dire qu'une personne qui est rentrée sur un BTC à 30K, 40K, il faut qu'il ait pris des bénéfices à 110 en fait. C'est pas normal qu'il n'en ait pas pris. Une personne qui est rentrée à 100 000, si elle ne prend pas de bénéfices à 110, bah, globalement, elle va être beaucoup plus coincée. Plus vous allez rentrer tard, plus votre marge de progression va être compliquée et plus vous ne pouvez pas vous permettre les mêmes prises de risque. C'est-à-dire que la prise de risque, normalement, vous la prenez à l'achat, vous ne la prenez pas à la sortie. C'est hyper important. Pareil, il faut définir ces paliers en avance. Il ne faut pas les définir au dernier moment. Donc, si tu ne les as pas maintenant, définis, prends 5 minutes, tu ouvres un fichier Excel et tu définis tes paliers de sortie. Tu dis, OK, quand la crypto arrive à tel montant, tu vends un certain montant. Après, ça, pour les personnes qui ne savent pas comment on calcule ce genre de choses, en fait, tout simplement, on l'explique dans notre programme CryptoInvestor, qui est un programme de formation qui dure à peu près une cinquantaine d'heures. Le lien est dans la description et il vous aide à avoir tout ce dont vous avez besoin en fait pour arriver à investir sur le long terme. C'est hyper important. Après, sur les altcoins, de ma vision des choses, on n'a pas encore eu d'alt season, donc il y a encore une marge de progression qui est beaucoup plus importante. Le BTC n'est pas le marché des altcoins. Quand on parle des altcoins, ce sont toutes les cryptos qui ne sont pas le BTC. L'Ether est un altcoin. C'est comme ça, c'est dans la définition même du terme en fait. Attendez, je vais juste voilà, descendre un peu la caméra. Je serai un peu plus centré, ça sera beaucoup mieux. Et ensuite, il faut que tu choisisses sur quelle plateforme tu vas vendre. Et c'est pareil, si aujourd'hui tu as un petit bag, quand je parle de petit bag, c'est vis-à-vis de ton patrimoine. C'est pas vis-à-vis de ma vision personnelle, même si j'ai moi des montants en tête.
tu ne vas pas sortir 50 € en 3 fois. Il n'y a aucun intérêt. Et c'est pareil, si tu attends que 50 € changent réellement ta vie en attendant un x100 sur de l'Ether, c'est une mauvaise idée. Il y a quand même des capitaux à suivre, il y a quand même des injections de liquidités à suivre et un potentiel. Par exemple, une personne qui a acheté du BTC à 500 à 100 000 et qui attend 500 000 sur ce cycle-là pour vendre, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Est-ce que c'est possible que le BTC arrive à 500 000? Oui. Est-ce que c'est probable? Non. Si on regarde la plupart des modèles mathématiques, ça ne va pas dans ce sens-là. Est-ce que l'Ether qui est aujourd'hui à 2500 $, je n'ai pas le cours exact, je vais reprendre vite fait pour ne pas vous dire de bêtises. Il doit être à 2600, il était dans ces eaux-là, ouais, 2660. Est-ce qu'il va atteindre son ancien ATH qui est aux alentours des 4000 $? C'est possible et c'est fortement probable. Tu vois, donc il ne faut pas avoir les mêmes attentes. Et après, un jeton qui est à 0,0001 centime et les mecs te disent il va absolument aller toper les 10 $. Et ça fait partie justement d'un article que je vous présentais. Bah, tu sais quoi? On va le prendre. Je n'avais pas prévu de le faire maintenant, mais on va le prendre parce que je pense que ça peut vous aider justement sur la compréhension de toutes ces mécaniques-là. Et je vois qu'il y a des débutants qui sont arrivés. Et je pense que ça peut vraiment vous aider. Hop, attendez, je vous partage ça. Alors, c'est un article de chez Cointelegraph. Cointelegraph, c'est un très grand média crypto. Vous avez des articles en français, vous avez des articles en anglais. Et je vous invite à aller voir plutôt le contenu anglophone parce qu'il est beaucoup plus complet, il est beaucoup plus régulier. Et justement, il y a une problématique. Et là, de plus en plus, quand vous allez voir que le marché va commencer à être en phase haussière de manière assez importante, vous allez avoir des influenceurs qui vont vous mettre en avant de plus en plus de cryptos et des cryptos qui, soi-disant, ont un potentiel qui est extrêmement fort. Chose qu'on ne fera jamais, chose qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais été financé, on est totalement indépendant. Et c'est hyper important de vous le rappeler parce que certaines personnes vous disent non, non, mais j'ai pas été payé pour. Par contre, ils ont un énorme back derrière de cette crypto-là qu'ils ont acheté ou ils ont été incités via une émission de token pour l'avoir. Et il y a certaines personnes qui sont très transparentes et on leur en veut pas d'être transparentes et d'être financées parce que c'est leur modèle économique. C'est pas notre cas. Nous, on a fait notre beurre dans les cryptos il y a déjà bien longtemps. On n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on fait ça par plaisir pour vous aider et vous accompagner. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le shilling de crypto. C'est le fait de mettre en avant une crypto. Et ça, il y a beaucoup de gros influenceurs qui ont des grandes communautés qui vont avoir tendance à faire ça. Il y a 5 éléments à identifier et qui peuvent vous dire attention, là j'ai un influenceur qui est en train de mettre en avant une crypto et qui me dit qu'il va y avoir un potentiel qui va être énorme dessus. Donc c'est ce qu'on appelle des red flags. Et le premier des red flags, et ça il faut absolument que vous soyez très vigilant avec ça, c'est les promesses de retour qui sont très importantes. On l'a vu, c'est le principe de la plupart des pyramides de Ponzi, c'est qu'on va vous dire on va vous assurer un gain ou c'est le futur BTC, c'est le futur Ether. Déjà, quand on vous dit ça, pour moi, c'est quelque chose qui est éliminatoire tout de suite. Ensuite, on va vous garantir des retours. Ça ne marche pas comme ça. Vous prenez n'importe quel protocole de finance décentralisée, on ne peut pas vous garantir des retours parce que ça dépend de tout un tas de facteurs. Après, il y a, d'un point de vue économique, comment la mécanique derrière va tourner. Si on vous propose des rendements, ok, ces rendements, ils viennent d'où? Comment est-ce qu'ils sont générés? Est-ce que c'est juste de l'inflation et le protocole ne sert strictement à rien? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des personnes qui vont payer pour utiliser ce protocole-là et vous allez toucher une partie des frais? Vous voyez, ces deux modèles sont complètement différents. Et il y en a un qui est beaucoup plus, je trouve plus le terme en français, sustainable, qui est viable beaucoup plus sur le long terme. Et après, voilà, effectivement, c'est votre ticket vers la liberté. Et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'influenceurs qui travaillent sur ce marketing-là parce que c'est un marketing qui est vendeur. Chose que vous ne nous entendez jamais dire parce qu'en fait, c'est pas du tout notre vision des choses. Ce qu'on vous dit là et ce que je vous dis maintenant, c'est vraiment des choses qu'on tient avec n'importe qui en termes de discours, que ce soit notre famille, nos amis. On a le même discours sur Internet qu'on peut l'avoir avec nos proches. Donc, soyez très vigilants de ce côté-là. Et c'est ce qu'on appelle le FOMO, c'est la peur de rater le train qui passe. Des opportunités crypto, il y en a en permanence. Vraiment, il y en a en permanence. Après, faut-il savoir les prendre. Et pour ça, il faut être compétent et connaître ce que vous êtes en train de faire. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire achète ça, c'est sûr, ça va marcher. Ça, c'est une mauvaise chose. Ensuite, le deuxième point qui est hyper important, c'est de regarder si les équipes, elles sont connues ou si elles ont déjà été référencées pour des scams, pour avoir piqué des trucs à la communauté, si elles sont identifiables.
Ce qui ne veut pas dire, par exemple, que si on ne connaît pas le nom du fondateur, c'est un red flag absolu. Vous prenez le cas de Bitcoin, Satoshi, personne ne connaît sa vraie identité. Et pourtant, c'est un projet qui a un fondamental qui est extrêmement fort. Mais c'est un point de vigilance à avoir. Par exemple, si dans l'équipe, vous avez 2 personnes qui n'ont jamais été dans le secteur des cryptos et qui ne connaissent rien à la partie financière, bah, potentiellement, ça peut attirer l'attention. Si vous avez un meme coin qui est développé par un mec dans sa cave qui n'a aucune connaissance et qui est juste là pour aller extraire un maximum d'argent, bah, potentiellement, ça pour moi, c'est un red flag. C'est hyper important. Et les projets, il faut bien faire la distinction entre ceux que vous allez avoir qui vont être le seuil de votre portefeuille, qui vont être le noyau dur de votre portefeuille, et ceux sur lesquels vous allez faire de la spéculation pure et dure et qui doit représenter une toute petite partie de votre portefeuille. Si vous êtes investisseur long terme et que vous investissez en bon père de famille, c'est un petit peu le terme que les personnes emploient, bah, il faut que vous ayez quand même une structure qui soit assez dure. Et après, si vous voulez vous amuser, certains éléments pour aller jouer, où vous allez prendre beaucoup plus de risques. Mais vous ne devez pas avoir votre portefeuille qui est à 100% exposé sur des risques. C'est démentiel. Je sais que beaucoup de débutants arrivent et disent ouais, moi je suis prêt à prendre des risques qui sont démesurés. Mais ils pensent toujours au rendement. Ils pensent jamais à la perte. Si vous gagnez, vous êtes les seuls à gagner. Si vous perdez, vous êtes les seuls à perdre de l'argent. Vous ne pouvez pas remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Les décisions, c'est vous qui les prenez. C'est très, très important. Ensuite, voilà, quand vous allez regarder un projet, c'est hyper important de regarder la qualité des profils que vous avez et l'historique de ces profils-là. Là, les éléments que je vous donne, c'est quelques éléments sur des critères d'analyse fondamentale. Comme je vous dis, nous, on a développé une vraie méthodologie qui est surtout réplicable. On ne peut pas comparer 2 projets sans avoir des critères qui sont comparables, sans avoir une grille de scoring, sans avoir un ensemble d'éléments qu'on va vérifier. Là, c'est une première surcouche. C'est ce qu'on appelle une analyse rapide. Mais déjà, si vous la faites, vous allez voir qu'en fait, vous allez éviter de vous faire scammer par les plus gros, les plus gros projets, en fait, les plus gros projets qui sont pourris. Ensuite, comme il l'explique, il y a un élément qui est important, c'est d'éviter de regarder s'il y a un groupe d'influenceurs qui se met à en parler. Quand vous avez une crypto où il y a d'un coup, il y a plein d'influenceurs qui se mettent à en parler, et je vous laisse regarder dans la sphère francophone, même pas américaine, juste déjà francophone, certains projets, bizarrement, il y a des mois où il y a 50 influenceurs qui vont parler exactement du même projet. Je ne vous parle pas d'influenceurs qui vont en parler au fur et à mesure du temps. Et quand il y a 50 qui en parlent exactement du même projet au même moment, ça sent quand même la promotion qui a été payée par les équipes derrière. Hein, je balance pas de nom particulier parce que c'est pas du tout l'idée, mais faites très attention à ça. Et surtout, quand vous êtes des influenceurs qui sont mainstream, qui commencent à parler de crypto. Ça, moi, je crois que c'est le red flag ultime. Quand vous avez par exemple Kim Kardashian qui faisait la promotion de Ethereum Max, déjà ne serait-ce parce que le nom de la crypto, Ethereum Max, ne serait-ce que dans le nom, vous savez que c'est un scam en fait le produit. Après, par exemple, Mayweather qui, qui fait de la promotion dans des événements qui sont payants, BitBoy qui est un influenceur américain dont on ne parlera même plus parce qu'il a tellement scam sa communauté, mais il l'a fait mais un nombre de fois incalculable et les gens continuent de lui donner encore de l'argent et c'est ça que je comprends pas. Et en France, on en a aussi, hein, il faut pas se leurrer. Donc faites s'il vous plaît super attention à ça et surtout quand vous êtes des influenceurs mainstream qui commencent à promouvoir une crypto, c'est l'une des pires, des pires choses qu'il puisse y avoir. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'argent, hein. C'est comme un Ponzi, vous êtes le premier à rentrer sur le Ponzi, vous allez gagner de l'argent. Sauf que dans la très, très grosse majorité des cas, vous allez en perdre. Donc soyez vraiment, très attentifs. Ensuite, si vous voulez investir sur un projet de long terme, parce que vous avez des horizons de temps qui vont différer en fonction de la qualité du projet sur lequel vous allez investir. Il faut regarder la roadmap. Est-ce que, comme chez Ethereum, ils ont une roadmap sur plusieurs années avec plein de choses qu'ils font en même temps, où ils donnent l'état des lieux au fur et à mesure, où ils vous montrent que les équipes avancent, qu'elles développent, qu'ils développent des normes, ou est-ce qu'on est sur des roadmaps qui ne sont juste pas annoncées, pas connues, qui changent toutes les 2 minutes? Après, il y a le respect de la roadmap. Par exemple, sur Ethereum, ils la respectent jamais. Ça, c'est une des choses qui est connue depuis longtemps, ils la respectent jamais. Mais à côté de ça, les équipes, elles buildent tellement qu'on ne peut pas leur en vouloir. Voilà. Sur Bitcoin, il n'y a pas une roadmap. Elle n'est pas clairement définie. Ils apportent des améliorations au fur et à mesure, mais la roadmap, elle est plutôt générée par la communauté au fur et à mesure. C'est l'innovation, c'est le marché qui va faire évoluer le Bitcoin de cette manière-là. Et est-ce que vous avez un vrai produit? Est-ce que c'est juste un papier qui a été envoyé et qui dit ouais, on va faire ça? Moi, tous les projets maintenant où ils disent on va faire ça, je leur dis ok, faites-le,
faites déjà un premier produit viable, qu'on puisse s'appuyer sur quelque chose, et après on verra. Et après, j'investirai peut-être dessus. Parce que des idées de projets, il y en a des millions et des millions. De là à ce qu'ils sortent un produit qui est viable, vous enlevez déjà 99,9 % des projets qui ont été annoncés. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et après, à vous de l'utiliser. Peut-être que quand vous allez l'utiliser, vous allez dire: «Mais c'est full buggé et elle sert à rien». Et souvent, ils réorientent le projet en cours de route parce qu'ils s'aperçoivent que l'idée sur le papier est intéressante, mais qu'il y a pas de marché derrière aussi. Donc ça, c'est important de regarder ça. Après, bien sûr, il y a toute la partie développement derrière. Il y a plein de points à suivre et de regarder la qualité des développeurs aussi qu'il y a derrière. C'est hyper important. Et après, il y a toutes les méthodes de vente de ces projets-là. Est-ce que c'est un projet qui a été distribué à la communauté de manière, équitable? Est-ce qu'on vous dit, c'est une levée de fonds qui dure, tant de temps? Quelles sont les allocations? C'est hyper important. Est-ce que les fondateurs du projet ont 95 de l'allocation et qu'est-ce qu'ils en font de cette allocation? Est-ce que c'est pour financer le développement du projet? Est-ce que c'est juste pour vous dumper dessus? Et ça, vous avez plein de projets comme ça qui existent et c'est à vous de regarder comment ça se passe. Ou, tout ce qui est technique un peu marketing, qui sont dans ce goût-là, où il faut l'acheter maintenant, sinon vous allez le regretter à vie. Attention, il reste plus que 1000 places. C'est des techniques marketing qui sont rodées aujourd'hui. C'est des choses dont on entend en permanence. C'est toujours cette sensation de vous dire: «Vous allez vraiment rater quelque chose». Des opportunités, comme je vous dis, il y en a en permanence et donc faites très, très attention à ça. Et ça touche pas que le monde de la crypto, hein. Le monde financier n'est pas épargné de tout ce qui est ça. Ce que je trouvais intéressant dans cet article-là, c'est également qu'ils mettaient en avant, le fait de savoir si c'était légal ou illégal de faire de l'influence quand, en tant que crypto-influenceur, vous allez faire la promotion de certains projets. Dans certains cas, ça peut être le cas, ça peut être illégal si vous avez des allocations et que, vous en faites la promotion sous certaines lois, parce que c'est pareil, les lois françaises ne sont pas les lois, américaines. Mais c'est toujours borderline. Quand on le voit, hein, il y a beaucoup de si on prend les influenceurs français, je ne prends pas les autres pour être sur la loi française, il y en a beaucoup qui ont fait de la promotion, il y en a très peu qui ont été punis sur ça. Il y a des fois où c'est des promotions qui sont, comme je disais, contractualisées. Donc là, c'est légal, vous êtes l'égérie d'une marque et il y a des fois où c'est de la promotion un petit peu sauvage. Donc voilà, je vous laisserai, le lien de l'article si vous voulez dans la description, ça peut vous aider. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit au fur et à mesure, le plus important, c'est toujours de faire vos propres recherches, croiser les informations et faites attention aux biais de confirmation. C'est quelque chose, j'ai travaillé pas mal sur l'IA récemment et on a du mal à se rendre compte de ça. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un réseau social, que ce soit YouTube, Twitter, Facebook ou autre, les informations qui vous être proposées vont toujours dans votre sens parce que c'est ce qui vous fait rester. Quand vous parlez avec quelqu'un, s'il est dans votre sens, vous allez avoir tendance à rester beaucoup plus longtemps que s'il va être en contradiction avec vous. Il y a peu de personnes qui aiment aller chercher la contradiction. Et pourtant, quand vous allez faire vos recherches crypto, c'est ultra important d'aller faire de la contradiction pour justement chercher des choses qui vont aller à l'encontre de vos idées. Il y a des choses qui vont être sourcées, il y a des choses qui ne vont pas l'être, il y a des choses qui vont être pertinentes et c'est à vous de vous faire votre propre idée. Et l'IA, c'est exactement pareil. Faites attention, elle a tendance à toujours aller dans votre sens et il faut lui demander d'être critique sur ce que vous allez dire pour qu'elle puisse vous apporter des informations qui vont être complémentaires et surtout qui vont pouvoir aller vous challenger et challenger votre vue. Après, toujours bien sûr, vérifier l'utilité, l'équipe, éviter tous les jetons qui sont dans les hypes. Quand vous voulez vous positionner sur un nouveau narratif, et ça, on en parle beaucoup dans l'accompagnement de groupe, où on présente des narratifs bien avant qu'ils soient mis en avant. Il faut le travailler, voir les potentiels, surveiller les jetons et à partir du moment où vous dites: «OK, là, il y a des jetons solides qui commencent à apparaître. OK, je me positionne dessus» et quand le narratif va arriver, je me serai positionné bien avant et donc je pourrais me permettre de sortir bien avant. C'est toujours, important et le plus important et ça, on vous le rappelle depuis des années, c'est toujours de rester très sceptique vis-à-vis de l'ensemble des personnes, y compris nous. Ne nous faites pas confiance. Vérifiez tout ce qu'on vous dit, c'est hyper important. Nous, on est là à essayer d'être le plus objectif possible, mais on a des biais. Nous aussi, ça fait longtemps qu'on est dans les cryptos, donc on a des biais naturellement. Donc, je vous invite vraiment à regarder ça et à vous faire votre propre avis. Et enfin, faites très attention à tout ce qui est méthode de pump and dump. On va vous dire, ouais, vous êtes sûr, vous allez gagner de l'argent à 100%. Il y a beaucoup de groupes Telegram qui font ça. Et donc, ils vous disent, vous achetez là et vous allez voir, vous allez revendre directement, ça va faire un faux 20. En fait, ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'ils ont acheté bien avant et que vous êtes juste l'exit liquidity de leur bague.